Mon intention aujourd'hui est d'introduire le Moyen-Âge. Alors successivement, je vais vous expliquer d'où vient le concept de Moyen-Âge, puis quelles sont les caractéristiques majeures de cette société médiévale que je vais essayer de replacer dans la longue durée. Je commence donc par essayer de définir le concept lui-même. Vous savez que les périodes historiques sont des lieux de projection. On a tendance à projeter dans ou sur le passé une vision de la réalité qui ne correspond pas toujours à ce qu'elle fut. Pensez à la préhistoire, nous l'avons étudiée l'année passée. Si vous demandez à des élèves de première, secondaire, ce que c'est que pour eux la préhistoire, ou plutôt quelles sont les images qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à la préhistoire, ils vont certainement associer des êtres ou des éléments naturels qui n'étaient pas simultanés, qui n'étaient pas contemporains. Le cas le plus classique, vous vous souvenez, c'est d'associer les dinosaures aux hommes des cavernes. Les dinosaures ont vécu entre 200 millions et 75 millions d'années, avant nous par définition, hein. L'être humain apparaît entre 3 millions et disons 2 millions et demi d'années avant nous, et donc ils n'ont pas du tout été contemporains. Ensuite, les hommes préhistoriques ne vivaient pas dans les cavernes, ou s'ils vivaient dans les cavernes, c'était pour une petite part d'entre eux. Ils vivaient dans des huttes. Autrement dit, on voit déjà tout de suite qu'il y a projection dans le passé de représentations ne correspondant pas à la réalité. Pour le Moyen-Âge, c'est la même chose. Si vous demandez à des élèves au début d'un cours, et moi j'aime bien impartir des représentations, parce que ça permet de casser les préjugés une fois que la matière a été étudiée. Le Moyen-Âge a été longtemps un lieu de projection négatif. Je pense à l'époque de la Renaissance, je pense à l'époque des Lumières. Pendant cette période-là, le Moyen-Âge était une période considérée comme obscure. Une période où les arts, la littérature étaient considérés comme médiocres ou comme dévoyés par rapport à la littérature de l'Antiquité romaine et principalement de l'Antiquité soit du siècle d'Auguste, apogée de la littérature latine, soit par rapport à l'époque de Constantin, qui voit naître le christianisme en tant que religion d'État. Cette vision du Moyen-Âge a duré pendant plus de 3 siècles, même 4 siècles, donc du XIVe, XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Puis vient le romantisme, dans la première moitié du XIXe siècle. Le romantisme, lui, va réhabiliter le Moyen-Âge. Il va considérer qu'au contraire, c'est l'époque où les nations naissent. L'Allemagne, la France, l'Espagne. Et ils vont considérer que justement, c'est une période intéressante, elle est pittoresque. Pensez à Victor Hugo. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris. Ça se situe à la fin du Moyen-Âge, mais c'est encore le Moyen-Âge. Pensez aux romans de Walter Scott, qui sont des romans, justement, entre autres sur Ivanhoe. Donc c'est une époque où le Moyen-Âge redevient à la mode, ou devient tout simplement à la mode. C'est l'époque aussi où on va s'intéresser à l'art gothique, qui avait été dévoyé aussi, déjugé pendant tous les temps modernes, du XVe au XVIIIe siècle. Donc vous voyez très clairement que le Moyen-Âge était un lieu de projection, qui ne correspondait pas à la réalité. Pour certains, c'est l'époque de l'obscurantisme de l'Église, c'est l'époque de l'Inquisition. Pour d'autres,
c'est l'époque de la chevalerie, des tournois, donc une vision très très différente. Alors, de quand date le concept de Moyen-Âge et de quand date le mot Moyen-Âge? Alors, le terme Moyen-Âge sous sa forme latine date de la deuxième moitié du XIVe siècle. C'est un poète italien, toscan, florentin plus précisément, Pétrarque, qui invente le terme Moyen-Âge en latin, donc Medium Tempus. Et sous sa plume, le terme Medium Tempus désigne la période dans laquelle il est lui-même, qu'il critique et dont il voudrait sortir. Les mots qu'il précise, qu'il utilise d'ailleurs dans une de ses lettres ou un de ses poèmes, c'est « Le Moyen-Âge est une époque dans laquelle nous vivons, est une époque d'ordure ». C'est le mut qu'il utilise, sordes. J'aime bien le mot sordide. Donc pour lui, c'est une époque sale. Et il dit qu'il est dedans. Et il appelle de ses voeux une époque nouvelle où l'Antiquité va renaître. Alors, à la suite de Pétrarque, un certain nombre d'autres écrivains, de penseurs, d'érudits florentins, italiens, puis ça va s'étendre un peu partout en Europe, mais ce sont d'abord des Italiens au XVe siècle et au début du XVIe siècle, vont adopter ce concept d'époque intermédiaire qu'il faut dépasser, qui est mal considéré et qui se situe entre deux âges, le premier étant considéré comme un âge d'or, c'est l'Antiquité, et un troisième âge, qui est l'âge de la Renaissance, puisque c'est au XVe siècle que les termes liés à Renaissance apparaissent, en latin, en italien, puis plus tard dans les langues modernes, les autres. Et à leurs yeux, il faut essayer de faire renaître la littérature et l'art antique. Il va falloir écrire comme à l'époque de Cicéron, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il va falloir construire des monuments, des arcs de triomphe, des palais, en utilisant les canons de l'art antique, par exemple les frontons au-dessus des bâtiments, les colonnes, les pilastres, qui sont en fait des fausses colonnes plaquées sur les monuments, car l'Antiquité est vécue comme un idéal qu'il s'agit d'imiter. Mais très rapidement, les Renaissants vont dépasser l'art antique en produisant des chefs-d'œuvre encore parfois plus remarquables encore, dans certains cas. Voilà. Donc ça c'est pour, j'ai essayé de démonter avec vous le mythe d'un Moyen-Âge obscur ou glorieux, et ensuite je vous ai expliqué que le concept et la terminologie liée à la notion d'époque intermédiaire remontent très haut dans l'histoire, puisque déjà à la fin de ce que nous appelons Moyen-Âge, on parlait de Moyen-Âge. C'est le comble. Alors, pendant tout le reste de l'époque moderne, ce terme va se répandre, sous des formes évidemment, dans les langues différentes, dans les langues vernaculaires. Donc par exemple en anglais ce sera Middle Age, ou Middle Times, en français ce sera Moyen Âge, parfois avec deux A au début, par exemple chez Pitou, en 1572. Vous allez l'avoir en italien aussi, Medioevo ou Medio Tempo, par exemple. Au XVIIe siècle, cette période va être, comment dirais-je, officialisée dans le cadre de la systématisation d'une périodisation tripartite, en trois parties, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. C'est un professeur allemand qui enseignait à l'université Jena, qui s'appelle Keller, Christoph Keller, qui va, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, fixer la périodisation que nous connaissons. Au départ,
il fallait bien entendu se mettre d'accord sur le début et sur la fin du Moyen-Âge. Parce qu'on a dit qu'il y a une période intermédiaire. Alors là, au XVIIIe, au XIXe siècle, et même encore au XXe siècle, il a fallu du temps et on ne s'est toujours pas mis d'accord pour savoir quand commence et quand finit le Moyen-Âge. En fait, c'est un problème absurde. Parce que dans l'histoire de l'humanité, les gens qui vivaient à la fin de l'Antiquité n'ont pas eu le sentiment tout à coup que on passait au Moyen-Âge et d'autres, un paysan qui vivait au XVe siècle, il ne s'est pas dit « Ah voilà, maintenant on rentre au temps moderne ». Ça n'a pas de sens puisqu'il a continué à vivre de la même manière. Donc vous comprenez bien que c'est un concept d'intellectuel qui ne correspond pas au vécu des gens. Toutefois, on peut trouver, et c'est ce à quoi les historiens se sont employés depuis maintenant plus de 2 siècles, essayer, 3 siècles, essayer de voir si, non pas si ce concept est valide, mais où on peut placer des césures si ce concept est opératoire. Alors, pour certains, c'est le 3e siècle de notre ère. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué l'année passée, le 3e siècle de notre ère, c'est l'époque de la crise de l'Empire romain. Vous vous souvenez qu'entre 235 et 285, il y a je ne sais pas combien d'empereurs, il y a une grande crise politique. Certains ont même parlé également d'une crise des valeurs, d'une crise économique. Ça a été remis en question depuis 20 ans par un certain nombre de spécialistes de l'histoire de Rome. Enfin, longtemps, on a dit que c'était une date charnière, à partir de la fin de la dynastie des Sévères, et juste avant l'arrivée de, vous vous souvenez, des empereurs illyriens et de Constantin au pouvoir. Ensuite, d'autres ont considéré que c'est vraiment le début du IVe siècle qui est la césure, avec l'arrivée de Constantin. Parce que Constantin, avec la publication de l'édit de Milan, va tolérer le christianisme. Et enfin, en 391, lors de l'édit de Thessalonique, Théodose Ier, non seulement il passe à l'étape suivante, il ne s'agit plus d'un édit de tolérance, mais il s'agit d'un édit d'intolérance, puisque le christianisme devient la seule et unique religion acceptée dans l'Empire. Donc, pour les chrétiens, longtemps, c'était le IVe siècle qui était la coupure. Du point de vue de l'histoire politique et de l'histoire démographique, d'autres ont dit, mais non, la vraie coupure, c'est peut-être un peu plus tard, éventuellement en 395, lorsque Théodose Ier divise son empire définitivement en deux, entre son fils Arcadius, qui devient empereur romain d'Orient, et son frère aîné, Honorius, qui devient empereur romain d'Occident. 395. Et puis, il y a aussi d'autres arguments qui plaident pour cette période-là, fin IVe siècle, début du Ve siècle. Ce sont les grandes invasions au Ve siècle, les grandes invasions germaniques. 410, Alaric pille et saccage Rome. Certains ont considéré que le point vraiment alors indubitable, c'était 476. Autrement dit, la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, par le chef des Hérules, qui s'appelait Odoacre. Maintenant, vous savez que l'histoire politique n'est souvent que l'écume de l'histoire, et que la vraie histoire, celle qui touche tout le monde, c'est l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire des mentalités. Pensez bien que l'immense majorité des habitants de l'Empire romain, qui n'étaient déjà plus romains depuis longtemps, parce que l'Empire romain a été mangé par petits morceaux ou par gros morceaux pendant tout le courant du Ve siècle par les peuples fédérés, les Francs, les Visigoths, les Alamans, les Vandales, eh bien, personne, presque personne, n'a su que l'empereur de Rome avait été déposé. C'était un épiphénomène. L'Empire n'existait plus, même s'il y avait encore un empereur. Et donc cette date, si elle est adoptée dans beaucoup de manuels, c'est essentiellement pour des raisons pédagogiques, mais pas du tout pour des raisons, je dirais, scientifiquement établies.
le Moyen-Âge, en tant que concept, et le point de départ et la fin du Moyen-Âge dont je vais vous parler maintenant, n'ont qu'une valeur conventionnelle, simplement pour que l'on sache de quoi on parle à un moment donné. Quand je parle du Moyen-Âge, vous saurez que d'office, je parle d'une période qui se situe entre le 5e et le 15e siècle. Et c'est un simple repère. Vous pensez bien qu'entre un habitant qui habitait en Gaule au 5e siècle, à l'époque de Clovis, à l'époque de la fondation du royaume mérovingien, et quelqu'un qui habitait en France, sur le même territoire, 1000 ans plus tard, à l'époque des ducs de Bourgogne ou à l'époque de Jeanne d'Arc, eh bien, il ne vivait pas du tout de la même manière. D'accord? Autrement dit, il y a plus de différence entre un habitant, sans doute, qui vit en Belgique, même si ce terme n'a pas de sens pour cette époque-là, entre le XVIIe siècle et le XVe siècle, alors que ce sont deux périodes différentes, qu'entre le XVe siècle et l'époque de Clovis, le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous êtes bien d'accord? Autrement dit, de nouveau, on comprend que ce sont des concepts qui n'ont qu'une valeur relative, qui ne s'attachent qu'à un seul critère, soit l'histoire économique, soit l'histoire religieuse, soit l'histoire politique, et qui n'ont qu'une valeur absolue. Même chose pour la fin du Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, on le fait se terminer, mais également en des dates diverses. Certains le font terminer au XIVe siècle, parce que c'est évidemment une époque charnière, c'est l'époque de la Grande Peste Noire, 1347-1352, qui va décimer l'Occident médiéval. C'est l'époque également de la guerre de 100 ans qui commence à cette époque-là, et qui se terminera par définition un siècle plus tard, au milieu du XVe siècle. C'est une époque également de dépression par rapport aux 3 siècles qui précèdent, et surtout par rapport au XIIIe siècle qui est l'apogée du Moyen-Âge, ou en tout cas de la société médiévale, ne fût-ce que sur le plan économique. C'est l'époque où on construit les grandes cathédrales gothiques. Alors pour d'autres, ce n'est pas le XIVe siècle, même si ce critère-là renvoie à l'histoire économique et sociale, à une lame de fond, à une tendance lourde. Pour d'autres, c'est le XVe siècle. Et alors là, on retrouve le critère politique que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, ce qui est le pendant de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, c'est évidemment la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, par le sultan ottoman Mehmed II, ou Mahomet II. Donc 1000 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident. Pour d'autres encore, une autre date est proposée, qui n'est pas sans intérêt non plus, elle est même essentielle. C'est 1492, autrement dit, la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique. C'est un monde nouveau, et effectivement, on ne peut pas imaginer ce que serait le monde si Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique à cette date-là. Il y aurait eu un autre Christophe Colomb, parce que les progrès de la navigation, les progrès de l'astronomie, les progrès de la technique, de la science, et les besoins de l'Occident de devoir résoudre son problème de famine monétaire, sans compter la recherche de produits qui permettaient une importante plus-value, un important bénéfice, bien entendu, ça se serait passé de toute façon, à un moment donné, peut-être 20 ans plus tard, peut-être 40 ans plus tard, mais ça devait se passer. Il se fait que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, vous vous souvenez, au mois de, c'est en octobre, 1492. Voilà. Donc vous voyez, multiplicité des critères, ils peuvent être économiques, sociaux, religieux, politiques. Le tout, c'est que l'on s'entende sur les termes.
à mes yeux, le Moyen-Âge n'a jamais existé. Il y a une continuité dans l'évolution de l'humanité d'un siècle à l'autre. Mais il faut se mettre d'accord à un moment donné pour savoir de quoi l'on parle. Mais le Moyen-Âge n'est en tout cas pas ne peut en aucun cas être réduit à l'une de ses caractéristiques. Vous ne pouvez pas dire le Moyen-Âge, c'est l'époque de la féodalité. C'est pas vrai, la féodalité n'existait pas au début, à l'époque de Clovis. Donc, vous ne pouvez pas parler de féodalité pour l'époque mérovingienne. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire le Moyen-Âge, c'est l'époque des châteaux forts. Il n'y a pas de château fort avant le Xe siècle. Non, les châteaux forts, les premiers, datent du Moyen-Âge. Mais vous ne pouvez pas réduire l'histoire. Il y a des châteaux forts, d'ailleurs, après le Moyen-Âge aussi. Tout ça pour vous expliquer que ce sont des concepts pédagogiques, des concepts conventionnels. Alors, maintenant, je vais passer aux grandes caractéristiques de cette société médiévale. Cette société médiévale, je vous l'ai dit, il ne faut pas la couper de l'évolution humaine pluriséculaire. Vous vous souviendrez peut-être ce que je vous ai expliqué en première année. Sur le plan économique et social, il y a deux dates essentielles dans l'histoire de l'humanité. Aux environs de moins 10 000, la révolution néolithique, qui est une révolution économique et mentale essentielle liée à l'invention de l'agriculture et de l'élevage et qui a des répercussions sur le plan social avec la création de la division du travail et des hiérarchies au sein des sociétés, et mentale également avec la création de religions nouvelles. La deuxième grande césure dans l'histoire de l'humanité, c'est la révolution industrielle, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où là, on passe à un autre mode de production, où dorénavant, on ne va pas simplement, comment dirais-je, s'arranger pour que la nature se reproduise elle-même par l'intermédiaire de plantes ou via les animaux, mais à partir de ce moment-là, c'est l'homme qui crée des machines, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie, et cette révolution industrielle va induire des modifications profondes dans la société. Avant, vous aviez jusqu'en moins 10 000 une société de chasseurs, cueilleurs. Ensuite, vous allez pêcheurs. Ensuite, de moins 10 000 jusqu'à 1800, en gros, hein, nos régions uniquement, bien sûr, vous allez passer à une société d'agriculteurs et d'éleveurs. En effet, jusqu'en 1815, en France, 85% des Français vivent à la campagne. Et enfin, à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, nous sommes dans la même période, nous sommes dans une société de type industriel. Même si certains estiment qu'on est passé dans une société post-industrielle, nous sommes toujours dans une société industrielle où il y a eu la création d'une classe ouvrière qui ne travaille plus dans les champs, qui ne fait plus pâturer le bétail dans les prés, mais qui travaille dans les usines. Bien entendu, la classe ouvrière s'est fortement réduite, il y a eu des crises industrielles successives, et le secteur financier devient de plus en plus important par rapport au secteur industriel, indubitablement. Mais nous sommes de plus en plus, nous sommes dépendants, en tout cas, des machines pour vivre. Même s'il n'y a plus que 30 ou 35% d'ouvriers chez nous, et même si la majorité des gens ont des activités de service et non plus des activités dans l'industrie, l'industrie reste le moteur de nos sociétés. Premier élément, donc. Au Moyen-Âge, on est donc dans une société rurale. Une société rurale, ça veut dire que les gens vivent à la campagne, ils vivent
des produits de la terre, ils vivent également de l'élevage ou de la pêche, comme, je dirais, depuis le début de la révolution néolithique, même si cette révolution néolithique, elle a pris des milliers d'années pour s'installer définitivement chez nous. Cette société de type néolithique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle fonctionne toujours en France au début du XIXe siècle, après la bataille de Waterloo. Je vous dis le cas de la France, je pourrais prendre le cas de la Belgique aussi, même si la Belgique est en avance, elle est entre l'Angleterre et la France du point de vue de la révolution industrielle. La Belgique est le deuxième pays dans le monde qui fait sa révolution industrielle. Société rurale. Au Moyen-Âge, vous devez vous dire que ça fait plus de 95% de la population. Certainement. Pendant le haut Moyen-Âge, bien plus encore. Dans l'Occident médiéval, ce qui n'est pas le cas, on le verra plus tard, en terre d'islam ou en terre byzantine, où là de vieilles villes de l'Antiquité sont restées en place. Par exemple, Charlemagne, qui a sa capitale Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle n'a rien à voir avec Paris. Aix-la-Chapelle, c'est un gros bourg où il y a un palais, il y a l'église palatiale, il y a peut-être quelques maisons, mais c'est pas une ville, Aix-la-Chapelle, à l'époque de Charlemagne. Les villes sont très rares. Il faudra attendre le XIe siècle pour que les villes renaissent ou pour que les villes se développent. Donc au Moyen-Âge, on peut dire que les gens vivent principalement, si pas exclusivement, dans des villages. Dans ces villages, il n'y a que quelques dizaines de personnes. Lorsque le village manque de terre, les habitants du village manquent de terre, ils vont éclaircir la forêt, d'où le terme clairière, un peu plus loin, peut-être 1 kilomètre plus loin, et vont former ou fonder ce que l'on appelle un hameau, où il y a peut-être 2 maisons, 3 maisons. Une petite chapelle va être mise en place, parce qu'on aime bien être sous la protection de divinités. Alors quand je dis divinité, je ne suis pas un blasphémateur, mais pour beaucoup de gens, au Moyen-Âge, les saints n'ont fait que remplacer les dieux antiques, les dieux gaulois. On s'installe souvent près d'une fontaine, qui est simplement un ancien lieu de pèlerinage ou de rencontre où un dieu ou une déesse antique était établi. Alors, dans ces sociétés rurales, la solidarité est certainement beaucoup plus forte qu'en milieu urbain. Ce qui n'empêche pas parfois l'exclusion de l'un ou l'autre personnage qui sert un petit peu de sorcier, de sorcière ou de bouc émissaire. Vous savez, un petit peu comme dans les familles, où tout ne se passe pas bien, mais il y a un individu qui prend inconsciemment à sa charge, comme la famille d'ailleurs le fait inconsciemment aussi, tous les maux de la famille. C'est le fou de la famille, le sorcier de la famille. Vous savez, c'est un peu le cas des enfants martyrs. Dans les villages, ça existe aussi. Alors, cette société est marquée aussi par le christianisme. Le christianisme est très présent. Il est très présent. Mais il ne faudrait pas exagérer son importance depuis le début du Moyen-Âge. En effet, on a parlé du 6e et du 7e siècle de notre ère comme étant le siècle des saints dans nos régions, mais ces fondateurs d'abbayes, ces missionnaires, étaient vraiment en terre païenne. D'ailleurs, le terme païen vient du terme pagani, qui veut dire ceux qui vivent à la campagne, par opposition aux citadins, à ceux qui vivent dans les villes. Donc le christianisme s'est d'abord répandu dans les villes, avant de se répandre dans les campagnes. Il y a encore des édits de l'époque Charlemagne, de l'époque carolingienne, qui cherchent à traquer
tous ces gens qui pratiquent des cultes insolites ou des cultes païens. Le Moyen-Âge est également marqué par des vagues où l'hérésie est présente. Il y a beaucoup de déviance par rapport à l'Église orthodoxe. Pensez aux Cathares, par exemple, mais il y a bien d'autres, les Vaudois, enfin il y a de très nombreuses communautés déviantes par rapport au pouvoir officiel de l'Église, parce que l'Église est liée au pouvoir. Et c'est ce qui explique qu'au Moyen-Âge, quand un souverain devient chrétien, tout son peuple le devient en même temps que lui, officiellement du moins. C'est le cas de Clovis, qui est baptisé à la fin du 5e siècle, l'état de Bari, c'est un 494, je propose d'autres dates, enfin plus tardive. C'est le cas de Clovis pour la France. Mais c'est le cas également lors de la conquête carolingienne en Saxe, des Saxons, qui vont d'ailleurs être massacrés. On a parfois même parlé du premier génocide de l'histoire. C'est le cas pour tous les souverains. Lorsque le christianisme va se répandre en Scandinavie, je pense à Olaf, le roi de Norvège, Saint Olaf, eh bien, c'est tout son peuple qui est censé devenir chrétien et censé abandonner à ce moment-là les dieux scandinaves, les dieux des Vikings. Même chose dans les pays du sud-est de l'Europe, pour les Bulgares, pour les Hongrois, avec Saint-Étienne, pour les Russes, avec Saint-Vladimir, donc à Kiev, dans la principauté de Kiev. Donc, le christianisme va progresser en partie grâce à des conversions, je dirais, qui sont spontanées, ou en tout cas liées à un certain crédit qu'ils accordent à cette religion, et d'autres par la force. Vous savez aussi que quand les Espagnols vont arriver en Amérique, il suffisait qu'un prêtre franciscain, parce qu'il y a beaucoup de franciscains et dominicains aussi, mais surtout les franciscains, arrivent dans un village. Il y avait peut-être une très rapide aspersion d'eau des villageois et un signe de croix, et les villageois étaient censés avoir été baptisés. Le pouvoir s'est donc servi au Moyen-Âge, comme à bien d'autres époques, de la religion pour faire sa propagande. D'où l'expression qu'on utilisera plus tard de l'alliance entre l'autel et quoi? Le trône et l'autel, et d'autre part, l'alliance entre le sabre et le goupillon. Ils fonctionnaient ensemble. Alors maintenant, je vais peut-être voir avec vous quelques éléments qui concernent la vie quotidienne au Moyen-Âge. Tout d'abord, l'environnement. Les forêts avaient beaucoup plus d'importance que maintenant. Vous ne vous rendez pas compte qu'en Belgique, la région où nous trouvons, il y avait des forêts partout. Il y avait des forêts partout. Et quand on avait besoin de terre, eh bien on allait éclaircir la forêt, on allait couper du bois. Je vous ai déjà parlé en première année, pendant la préhistoire, de l'agriculture sur brûlis, et puis on s'établissait là, et puis voilà, au milieu d'un bois, d'une forêt. Alors c'était quel type de forêt au Moyen-Âge? Je vais vous dire que les forêts, c'était des forêts de feuillus, des hêtres, des chênes, et ce n'étaient pas des forêts de résineux. Vous savez que les sapins ont envahi les Ardennes. Vous savez que dans la province de Luxembourg, jusqu'au XIXe siècle, on trouve que c'était des hêtres et des chênes. Et on a remplacé ces forêts de chênes et de hêtres par des forêts de sapins pour une question d'exploitation, parce que le sapin pousse plus vite, il est de moins bonne qualité, bien entendu aussi. Vous pouvez en produire plus par hectare, tout simplement. Donc c'est toujours l'éternelle loi des rendements les plus importants qui dominent les sociétés, en tout cas notre société dans cette hypothèse. Heureusement, nous avons encore des forêts de feuillus. Allez voir la forêt de Swan, vous avez des hêtres, des chênes,
Hein, c'est évidemment très... Enfin, dans les deux cas, c'est agréable de se promener dans les deux types de forêts, mais ça, ce sont des forêts de chez nous, je dirais, tandis que les sapins, ça ne vient pas de chez nous. Hein. Ils ont été importés, les sapins. Même si vous en trouvez un petit peu partout, parce que, entre autres, pour le bois, évidemment, pour les meubles, pour les maisons, les charpentes, mais aussi, comme vous savez, il y a les petits sapins de Noël. Hein. Voilà. Alors, ça se vend bien aussi, hein, pendant 3 semaines, à la fin de l'année civile. Voilà. Alors, outre cela, le rapport à l'eau. L'eau, à l'époque, est rarement utilisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes les stations d'épuration que nous connaissons maintenant. Hein. Donc l'eau, il y en a beaucoup peut-être, mais l'eau est souvent polluée. Et on sait qu'en buvant de l'eau, on risque d'attraper des tas de maladies. C'est par le biais de l'eau que les épidémies se propagent. Pensez au choléra. Hein? La peste, on disait que c'était par la peste, il y a plusieurs moyens de transmission de la peste, entre autres les bacilles, hein, vous savez, qui se trouvent, les puces aussi sur les rats qui sont contaminés. Mais donc, l'eau peut être source de vie comme elle peut être source de mort. Et on craint souvent l'eau. On va apprendre à la craindre. Quand les puits sont pollués, on sait qu'il ne faut pas boire, parce que sinon c'est toute la population du village qui est atteinte. Alors une petite parenthèse sur l'alimentation à cette époque-là, on mange peu de viande. La viande, ça coûte très cher, vous imaginez. Hein. Une famille de paysans, ils ont peut-être une vache, 2 ou 3 poules, et c'est tout. Et le reste, c'est les champs qui cultivent. Donc pensez bien qu'on ne va pas tuer la vache, on a peut-être 2 ou 3 cochons, hein, parce que bon. Mais dans le meilleur des cas, hein, ça, ce sont les riches hein, qui ont une vache et 3 cochons. Il ne faut pas croire que ça, oui, on a surtout des poules. Vous faisiez l'essence, donc on mange plutôt du poulet, si vous voulez. Hein. Voilà. Et les poules, ça sert aussi pour les œufs, hein, comme vous savez. Hein, je vous apprends rien, qu'ils sont très riches en calories et très nutritifs. Hein. Les œufs, c'est très nutritif. Donc, la vache, quand on en a une, elle sert essentiellement pour la traite du lait. Donc, la vache, elle sert pour le lait, pour le beurre et pour le fromage. Mais on ne la tue pas. Ça coûte. On tient trop à sa vache. Et puis, d'ailleurs, quand on meurt, et ça on le verra plus tard, eh bien, le seigneur perçoit un droit de succession qui s'appelle la main morte, la plupart du temps sur le bétail. Et c'est sur la meilleure tête du cheptel qu'il va se servir. Voilà. Alors, puisque je vous parle de l'alimentation, c'est le moment ou jamais, vous pouvez vous dire qu'au Moyen-Âge, il y a toute une série de produits que l'on ne mange pas, tout simplement parce qu'ils ont été apportés plus tard. Au moment des grandes découvertes, 15e et surtout 16e siècle, la tomate, les haricots, vous ne connaissez pas tout ça au Moyen-Âge, c'est à partir du 16e siècle. La pomme de terre parmentier, hein, vous savez, au départ ça vient des Andes, hein, ce sont les Lichois hein, dans les Andes, et c'était des tubercules que les populations sous domination incaïque mangeaient, hein, et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'elle arrive à la cour de Versailles, vous savez, il y a Parmentier, hein, et là c'est un objet de curiosité, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait servir d'excellent d'ersatz, si je puis dire, de substitut au blé. Parce que les pommes de terre, ça pousserait très facilement. Alors que les céréales, elles sont plus difficiles à faire pousser et les intempéries posent plus de problèmes pour les céréales. Je veux dire style froment, blé, seigle, épeautre, orge, etc. Ensuite, ceci dit, la pomme de terre n'a pas été la solution absolue, parce que lorsque des pommes de terre ont été atteintes au milieu du XIXe siècle, il y a eu la fameuse maladie de la pomme de terre, 1847-48, des populations entières ont été décimées parce qu'elles ne vivaient que de pommes de terre, parce que le blé, on n'avait pas en ce moment, je pense aux Irlandais,
penser que plus du tiers de la population irlandaise est soit décédée, soit a dû partir, entre autres aux États-Unis, d'où la famille Kennedy. Les ancêtres sont des paysans qui ont fui au moment de la maladie de la pomme de terre au milieu du XIXe siècle. Alors, au Moyen-Âge, donc je vous dis, on se méfie de l'eau, et si on se méfie de l'eau, qu'est-ce qu'on boit? De la bière et du vin. Donc la vigne est beaucoup plus importante au Moyen-Âge. Il y a encore des reliquats dans nos régions, où on cultivait le vin. Par exemple, vous allez à Overijse, par exemple, vous allez voir, il y a des raisins, des grappes de raisins sur l'autoroute qui vous indiquent qu'il y a toujours, on cultive toujours le raisin. Mais le raisin, dans notre esprit maintenant, on pense que le raisin, c'est plutôt les pays du Sud, les pays méditerranéens, la vigne. On pense, oui, quand on pense à la France, on va dire qu'il y a la Champagne. Enfin, normalement, c'est quand on descend, Bordeaux, la Bourgogne. Mais dans nos régions, on pense plutôt à la bière, avec l'orge et le houblon. Donc c'est l'orge et le houblon qu'on cultivait chez nous à partir de ça. Mais le raisin, il ne peut pas pousser n'importe où. C'est vrai qu'il faut un taux d'ensoleillement, d'insolation pendant l'année pour avoir quand même quelque chose. Parce que sinon, vous n'avez rien du tout. Il faut quand même que ce soit des vraies grappes de raisin, quoi. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, chez nous, en Wallonie, on boit du quoi? Du Bourgogne, parce que ça vient par la terre, tandis que le Bordeaux, lui, il vient par la voie maritime, il arrive à Bruges. Donc les Flamands buvaient du Bordeaux, et les Wallons buvaient du Bourgogne. Éventuellement du Champagne, mais je crois que le procédé du Champagne est bien postérieur, de toute façon. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas sans intérêt, ce genre de choses. Pour le reste, ce sont essentiellement des céréales. Des céréales, des navets, des petits pois chiches qui sont mis dans une sorte de bouillie. Les gens ne mangeaient pas d'habitude du solide. Vous devez vous dire qu'ils ont une marmite, ils ont une sorte de bouillie où on met des tas de céréales, de légumineuses. Les légumes sont très très importants au Moyen-Âge. On tourne tout ça et alors on mange une soupe épaisse. Mais on ne mange pas comme chez nous, vous savez, des aliments séparés les uns des autres. Non, tout ça est mélangé dans une sorte de soupe épaisse. Voilà, et ça a été utilisé, je dirais, jusqu'au XIXe siècle, le système, avec des petits pois, des navets. Voilà, ce qu'on a sous la main, des racines aussi, c'est pas toujours drôle, en période de disette. Alors, maintenant, je vous ai parlé un peu de l'environnement, de l'alimentation, et je voudrais revenir peut-être à l'environnement en parlant de l'eau, mais pas cette fois-ci de l'eau que l'on boit, mais de la présence des cours d'eau et de la présence de la mer. L'eau, le niveau des mers, vous savez, on en parle beaucoup maintenant, est lié au réchauffement climatique, à la fonte de la calotte glaciaire. Il y a régulièrement des reportages à la télévision où on voit que les glaciers sont en train de se détacher du Groenland. Vous avez ça constamment. Ces réchauffements sont cycliques. Il y a des très grandes périodes de glaciation et des très grandes périodes de réchauffement. Et à l'intérieur de celles-ci, il peut y avoir ce qu'on appelle de petits âges glaciaires. Grande période de glaciation, il y a les 4 grandes glaciations qu'on a étudiées pour le Paléolithique l'année passée. Vous vous souvenez, pour le Paléolithique. Et c'est d'ailleurs la fin de la 4e glaciation qui va permettre le Néolithique, justement. C'est ce réchauffement de 1 ou 2 degrés qui va permettre la culture du froment, du blé, dans le sud de la Turquie et en Mésopotamie. Vous vous souvenez peut-être de ces glaciations, Rhys, Mundell, Gunz? Oui, bon. Il y en a eu 4. Au début de notre ère, au 2e et 3e siècle de notre ère, la mer a reculé. On était dans une période
donc de refroidissement. Donc ça permet aux glaciers, aux lames, d'augmenter leur calotte, si vous voulez, à l'Antarctique, ou de l'Antarctique également. C'est ce qui explique qu'au large de la Panne, je dis bien la Panne en Belgique, vous avez des villas romaines, sous l'eau. Donc là, il faut faire de l'archéologie sous-marine. Vous savez, mais comment est-ce possible? La côte, tout simplement, à cette époque-là, était plus loin à l'intérieur de la mer. Donc au large de la Panne, on a découvert, donc, je dis bien, une villa romaine. Ou un port, je ne sais plus, mais en toute hypothèse, en tout cas, on a retrouvé des traces de terre ferme, si vous voulez, d'un lieu où il y avait encore la terre ferme. Pour le 2e et 3e siècle. Pour le 4e siècle, époque de réchauffement. Donc là, le niveau de la mer monte. Le niveau de la mer monte, ce qui veut dire que l'eau va pénétrer plus avant à l'intérieur des terres. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les traces d'un fort, une garnison, qui se trouvait, ou là c'est peut-être justement d'un port, entre Bruges et Gand, donc à l'intérieur des terres. C'était l'endroit où la mer s'arrêtait jadis. Vous savez peut-être aussi que Bruges est un port qui s'est ensablé, et qui était un vrai port de mer, au XIe, XIIe siècle. Et puis au bas Moyen-Âge, le port de Bruges s'est ensablé, il a été remplacé par le port de Dam, et puis à une époque beaucoup plus récente, on a dû créer Zeebruges, c'est-à-dire Bruges-sur-Mer, parce que Bruges était 20 km à l'intérieur des terres. Même chose au XIIe et au XIIIe siècle, plutôt au XIIIe siècle, oui, c'est le Zuiderzee qui va se former. Vous savez, le Zuiderzee, cette sorte de mer intérieure que l'on trouve aux Pays-Bas. Bon, qui était comblé avec le delta plane, bien entendu, on a des grands barrages, etc. Et puis alors on a créé des polderstations. Après, comment dirais-je, c'est en 1954, je crois que les Pays-Bas ont été inondés par la mer, et puis les Hollandais ont reconquis sur la mer ce qui avait été inondé. Mais il y avait une grande mer intérieure, si vous voulez. Eh bien, c'est au XIIIe siècle qu'elle se forme. Voilà. Donc, vous voyez que l'histoire du climat est très intéressante. Il suffit de 1 ou 2 degrés pour modifier la production de blé. Il modifie également les écosystèmes. Dans nos régions, on trouve maintenant des araignées que l'on trouvait en Provence il y a 15-20 ans. Même chose pour les champignons. Il y a une modification. Même chose pour les abeilles, les guêpes, je crois. Il y a toute une montée d'espèces qui se trouvaient en Méditerranée qui sont en train de remonter. Il suffit d'1 ou 2 degrés. Les écosystèmes, ça fonctionne, c'est presque des montres qui fonctionnent au millième de seconde. Il faut peu de choses. Alors, toujours en rapport avec l'eau, il y a la navigabilité des fleuves et des rivières. Pour nous, ça nous paraît évident de voir la Loire ou la Meuse qui coulent sans cesse. Au Moyen-Âge, on a des textes qui nous disent que la Meuse et que la Loire sont à sec. La Meuse à sec. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, tous les bords des rivières ont été bien nettoyés. En tout cas, ça peut être aussi lié au réchauffement climatique ou au refroidissement du climat. Mais il y a une politique, par exemple, dans la région wallonne ou la région flamande, on nettoie les berges. Dès qu'il y a des bancs de sable, etc., tout ça est presque canalisé. Je veux dire, il y a un traitement, un entretien des voies navigables qui n'existait pas au Moyen-Âge. Il n'y avait presque pas de pont, il n'y avait pas d'écluses. Et donc, à certains moments, se forment des îles, et puis à d'autres moments, ces îles ne sont pas là, sauf que ça devient très difficile de naviguer, parce que vous arrivez sur une sorte de banc de sable, à un moment donné. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? À propos des animaux, maintenant. Oui, je ne parle que du cadre général aujourd'hui. On va étudier l'histoire politique, économique et sociale plus tard. Les animaux, ça vous paraît évident d'avoir un certain nombre d'animaux comme ça en Belgique ou en France. Mais il y a des tas d'animaux qui n'existaient pas au Moyen-Âge. Je pense aux cochons. Les cochons roses que nous connaissons,
s'ils sont sales parce qu'ils se traînent dans la boue, eh bien nos cochons roses, ils n'existaient pas au Moyen-Âge. Les cochons au Moyen-Âge, c'était des cochons noirs qui étaient très proches des sangliers. Alors, même chose pour les rats. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'à l'heure actuelle. Il y avait des rats partout. Ils étaient vecteurs d'épidémies. Alors, les lapins, vous savez qu'ils ne sont arrivés en Angleterre qu'avec Guillaume le Conquérant, au lendemain de la bataille d'Hastings de 1066. Il n'y avait pas de lapins avant. Ils ont été importés. On n'imagine pas l'Angleterre sans lapins. Pourtant, voilà. Les chats, les chats, ils sont venus au moment des croisades. Ils viennent du Proche-Orient. Donc vous imaginez qu'à partir du moment où il y a des chats, ce sont des prédateurs des petits rongeurs, et donc ça permet peut-être la disparition d'espèces de petites musaraignes, des choses comme celle-là. Donc vous voyez que c'est intéressant d'étudier tout ça, l'histoire des animaux également. Donc ça a une influence sur l'écosystème, sur ce que l'on mange aussi. Quand vous pensez qu'à une époque, il n'y avait pratiquement pas de chats, pour nous, je ne sais pas, des millions de chats en Belgique. Il y a même des campagnes, je crois même pour les castrer, tellement il y en a. Donc voilà. Ils se sont bien adaptés, mais les chats, ça vous rappelle le chapitre sur l'Égypte quand même. Ça vient d'Orient, ça vient d'Égypte, les chats. C'est pas, il n'y en avait pas en Gaule à l'époque d'Astérix. Heureusement, ils ne mettent pas des chats, je crois, dans le bande dessinée, mais s'ils en mettaient, ce serait un grand anachronisme. Voilà. Alors ça, c'est pour l'environnement. Je crois vous avoir dit un certain nombre de choses. Je vous ai parlé des forêts, je vous ai parlé de l'alimentation, je vous ai parlé des productions céréalières, je vous ai parlé de l'eau, je vous ai parlé des animaux. Alors de quoi je peux encore vous parler maintenant? Oui, je peux vous parler du rapport au temps aussi. De nouveau, quelque chose qui nous paraît tout évident. Nous vivons à une époque où tout est formaté. Et quand je dis tout est formaté, les êtres, nous sommes tous formatés socialement parlant, ou sociologiquement parlant, mais nous avons l'habitude d'avoir une référence au temps absolu. Partout dans le monde, c'est le même temps. Même s'il y a 1 heure en plus ou 1 heure en moins, c'est jamais 37 minutes en moins ou 42 minutes en plus. Il y a des fuseaux horaires. On s'est mis d'accord à un moment donné pour que tout le monde comprenne. Même chose, vous savez, ça paraît tout à fait évident, mais il y a des instituts dans le monde qui s'occupent de normaliser toute une série de pièces même techniques qui permettent effectivement de pouvoir utiliser tel vis ou tel boulon pour tel type de voiture. Il suffit d'avoir le numéro correspondant à la nomenclature. Il y a ce qu'on appelle aussi les normes ISO. Par exemple, les feuilles A4, ça vous paraît évident, mais les feuilles A4, c'est un système qui est utilisé partout dans le monde. Feuille A4, ça mesure exactement au millimètre près, et une feuille A3 ou A2, c'est exactement la même chose que vous soyez en Amérique du Sud, en Australie ou en Belgique. Ce sont des organismes internationaux qui ont normalisé tout ça. Alors maintenant, j'en arrive au temps. Nous vivons par rapport à un temps absolu. Le temps absolu, c'est qu'une journée est divisée en 24 heures, chaque heure est divisée en 60 minutes, chaque minute est divisée en 60 secondes. Ces heures, ces minutes et ces secondes sont partout les mêmes dans le monde. Ça vous paraît évident, mais non, ce n'est pas évident. Vous pouvez vous dire qu'au Moyen-Âge, suivant l'endroit où vous étiez, et suivant le moment de l'année, l'heure n'était pas la même. Vous savez qu'il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle pour que, même la deuxième moitié du XIXe siècle, pour que les horloges marquent la même heure en France. Donc, partiez à une certaine heure de Marseille, pour arriver à Paris, eh bien, l'heure qui était indiquée à Marseille n'était pas celle au même moment à Paris. Ça vous paraît incroyable? C'était comme ça. Et les trains ont participé de l'uniformisation, comme les avions, on vient d'entendre, parce qu'on ne peut pas se tromper de 30 secondes, de l'uniformisation du temps. Très important. Alors, comment procédait-on au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, la nuit et la journée sont divisées en 12. Et vous savez très bien que, suivant qu'on est en été ou en hiver, la journée ne dure pas la même année. Autrement dit, en hiver,
une heure fait entre, au Moyen-Âge, je dis bien, il y a combien d'heures d'insolation pour une journée en hiver? On peut dire que le matin, hein, au plus fort d'hiver, il ne fait pas clair avant 9 h du matin, et il commence à faire sombre peut-être à 4 h 30, au plus fort, hein, je dis bien, au plus fort. Ça va, mettons, fin décembre, au moment du solstice. Donc, vous avez combien d'heures? Comptez 3 le matin et peut-être 5 l'après-midi. Vous avez peut-être 8 heures sur 24. Eh bien, c'est ces 8 heures de notre temps qui étaient divisées en 12. Donc, vous aviez des heures qui allaient entre 30 minutes et 45 minutes. En revanche, en été, c'est le contraire. Vos heures pouvaient avoir près de 90 minutes. Et même chose pour la nuit. Donc vous imaginez, suivant l'endroit où vous vous trouvez et le moment dans l'année, le temps n'est pas divisé de la même manière. Alors comment calculait-on le temps? Eh bien on calculait avec des bougies, pour les plus pauvres, on calculait également avec des clepsydres, qui est un système avec de l'eau qui permet effectivement, vous savez, hein, c'est comme où les sabliers, vous retournez, le nombre de grains qui tombent de l'autre côté est le même, quoi. Hein. Et alors, le temps avait un enjeu politique et social. Il a été monopolisé successivement par l'Église et puis par l'État. Et il y a eu concurrence entre les deux à un moment donné au Moyen-Âge. À l'époque où c'était les religieux qui ne faisaient pas le beau temps, au sens on l'entend, mais qui faisaient le temps, eh bien, vous aviez des moments dans la journée qui correspondaient aux cloches, au moment où les cloches sonnaient. Alors, à minuit, c'était matine. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, parce que pour moi, le matin, hein, c'est pas vraiment minuit. Eh bien, matine, c'était à minuit, à 0 heure. Puis, à 3 heures du matin, les cloches ressonnaient dans l'abbaye, hein, et c'était tierce, à 3e heure. À 6 heures du matin, c'était sixte. À 9 heures du matin, c'était nonne. Puis, vous aviez à midi, je réfléchis comment on disait, non, midi, tiens, ça ne me vient plus à l'esprit. Attendez, ça m'échappe pour l'instant, ça va revenir. Hein. Vous aviez également d'autres, toutes les 3 heures jusqu'à minuit, il y avait complis, il y avait les vêpres, ça c'est 6 heures du soir. Donc c'était toutes les 3 heures, les cloches sonnaient. Et ça c'était pour les moines qui vivaient à l'abbaye. Mais c'était eux qui faisaient le temps. Mais pour les monsieur tout le monde, les paysans, il y avait 3 moments importants, c'était 6 heures du matin qui était sixte, il y avait midi, mais je ne sais pas, c'était peut-être midi tout simplement, je ne sais plus comment ça s'appelait midi, et puis vous avez les vêpres, à 6 heures du soir. Voilà. Alors ça c'est d'une manière absolue. Mais comme je vous disais tout à l'heure que les heures n'avaient pas exactement la même durée suivant que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, eh bien les vêpres, elles pouvaient être avancées, vous voyez ce que je veux dire, vers 4h30 de l'après-midi ou vers 7h du soir. Il n'y avait que midi qui était un moment qui était fixe, comme minuit, matine. Mais pour le reste, tout était possible. Donc le temps avait un enjeu particulier. De quand datent les premières horloges mécaniques? Parce que c'est à ce moment-là que tout va jouer. Elles datent, il y a quelques traces du XIIIe siècle, mais elles datent principalement du XIVe siècle. Stop. Ces horloges mécaniques vont avoir un rôle fondamental. On va passer à ce moment-là à une concurrence entre le temps de l'Église et le temps de l'État, pourrait-on dire, c'est-à-dire de la principauté territoriale, dans le duché de Brabant, dans le comté de Namur, donc de l'État pour faire bref. L'Église propose donc un temps qui n'est pas le même que celui de l'État. Parce que les horloges mécaniques sont au départ utilisées sur les beffrois. Le beffroi, qui est symboliquement le concurrent du clocher. C'est pour ça qu'on construisait des beffrois. Ce n'était pas pour voir loin, hein, ce n'était pas un donjon à l'intérieur de la ville, quoique c'était une manière de concurrencer parfois le donjon du seigneur, mais c'était aussi une manière de concurrencer le pouvoir religieux.
c'est un symbole. Nous aussi, on a notre tour. Alors vous imaginez tout de suite, à un moment donné, 14e, 15e siècle, il y a eu l'essor des villes depuis le XIIIe siècle, enfin depuis même le XIe siècle, au XIIIe siècle, les villes ont connu leur apogée. C'est l'époque, XIIIe, XIVe siècle, où sont mises en place toutes les corporations. Au XIVe siècle, première moitié du XIVe siècle, et même au bon milieu du XIVe siècle, 1350, on est en plein dedans, 1320 pour la France, pour la Flandre, 1350 pour la France. Quand je dis pour la Flandre, au tout début du XIVe siècle, c'est Jacques van Artevelde, Philippe van Artevelde, ça vous rappelle peut-être les Matines bourgeoises, etc. Donc ce sont en fait les conflits entre le pouvoir communal et le seigneur, le roi de France, ou le comte, en l'occurrence, là c'est le comte de Flandre, et aux environs de 1350-1360, là c'est le conflit entre le prévôt des marchands à Paris, Étienne Marcel, face à Charles V, le roi de France. Ils ont tous mal fini d'ailleurs, les Artevelde ou Étienne Marcel. Et donc, c'est l'époque où les corporations prennent de l'importance, et donc le temps est très important, parce qu'on va pouvoir calculer le salaire des ouvriers en fonction d'une heure précise, et non plus d'une heure qui change en fonction de l'été, de l'hiver. Vous voyez, c'est tout à fait différent à partir du moment où les heures ont 60 minutes. Si vous avez 8 heures de travail par jour, eh bien vous allez suivre les 8 heures indiquées sur le cadran de l'horloge mécanique. Alors qu'on soit en hiver ou en été, il faut le même temps pour que l'aiguille fasse le tour d'une heure. Très important dans les rapports entre patrons et ouvriers, entre maîtres, compagnons et apprentis dans les corporations. Alors cette rivalité entre les villes, le pouvoir, je dirais, profane, étatique, et d'autre part le pouvoir religieux, conduira inévitablement, dans le cadre de la centralisation du pouvoir absolu, à une uniformisation du temps. Vous savez depuis quand date l'uniformisation des poids, des mesures, des monnaies, définitivement? Il faut attendre la Révolution française. C'est à ce moment-là que les Jacobins vont centraliser et vont décider d'uniformiser. Je dirais que les Jacobins, ce sont les ancêtres du stakhanovisme et du taylorisme. À ce moment-là, on va tout uniformiser. Et on va uniformiser pas seulement l'heure, je vous en ai parlé, ça date du Moyen-Âge. On va uniformiser les mesures, les poids et mesures. C'est de la Révolution française que date le kilogramme, que date le litre. Avant, ça n'existait pas tout ça. Suivant la région où vous étiez, au Moyen-Âge ou même au temps moderne jusqu'au XVIIIe siècle, les poids et les mesures variaient de région en région. Donc vous imaginez le travail des historiens qui veulent essayer d'étudier l'évolution des prix au Moyen-Âge, c'est très compliqué. Alors quand je dis les poids, les mesures de contenance, les mesures pour les distances, vous connaissez peut-être des localités qui s'appellent rue des Trois Bonniers, rue des Sept Bonniers. Eh bien, un bonnier, c'était quoi? Un bonnier allait de un peu moins d'1 hectare à pratiquement 2 hectares. 0,86 à 1,86. C'est ça un bonnier. Mais suivant vous étiez dans le comté de Namur ou dans le duché de Brabant, le bonnier ne valait pas la même chose. Alors vous imaginez, vous êtes un bourgeois du XVIIe siècle, vous avez un petit peu d'argent, vous voulez placer, je ne sais pas, dans une rente foncière, et vous voulez faire ce qu'on appelle un MUI, M-U-I-D. Mais alors, suivant les régions, on utilise comme mesure de contenance le MUI à mesure rase ou à mesure comble. À mesure rase, vous voyez, vous avez votre tonneau, on passe la main au-dessus,
Et donc ça veut dire que pas un grain qui dépasse. Ou mesure comble, ça veut dire qu'on laisse un petit tas au-dessus. Eh bien ça change quand même. Pour les monnaies, maintenant, pour les monnaies variaient suivant l'endroit où vous étiez. Le système qui a été mis en place à l'époque carolingienne, c'est le système du monométallisme d'argent. Le monométallisme d'argent signifie qu'il n'y a qu'un seul métal qui est utilisé pour la monnaie, à savoir l'argent. À l'époque de l'Empire romain, vous en aviez trois. Vous aviez l'or, l'argent et le bronze, ou le cuivre, pour la petite monnaie, quoi, les centimes, ce que nous appelons les centimes. À l'époque des Mérovingiens, on passe au bimétallisme, or et argent, jusqu'aux environs de 650. Et puis après, à partir de 750, là on va établir le monométallisme d'argent, avec un système que je reprendrai sans doute dans 15 jours, où il y a un seul métal de référence et une seule monnaie qui est utilisée réellement, que vous pouvez toucher. Ce sont les deniers. Un denier comprend 2 oboles. On utilise encore parfois le terme obole à l'église. Alors, 12 deniers forment un sou. Et 20 sous forment une livre. Donc, une livre égale 20 sous égale 240 deniers. Le mot denier, on l'utilise encore au Maroc, en Tunisie, sous la forme dinar. On l'utilisait en Yougoslavie à l'époque de la Yougoslavie unifiée. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les différentes monnaies dans plusieurs de ces États. La Slovénie, c'est l'euro, bien entendu, mais les autres ne font pas encore partie de l'Union européenne. Autrement dit, les autres mesures, outre le denier, ne sont que des monnaies de compte, et pas des monnaies réelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être un peu jeune, mais l'euro a été utilisé à partir du 1er janvier 2002. Précédemment, l'euro était utilisé comme monnaie de compte par les banques, parce qu'elles l'ont utilisé déjà 2 ou 3 ans avant les particuliers. Mais avant l'euro, il y avait encore une autre monnaie de compte qui était utilisée en Europe, qui était l'écu. ECU. L'écu, qui n'a rien à voir avec les écus du Moyen-Âge. Mais les écus, dans ce cas-là, eh bien, ça voulait dire European Count Unity. Donc ça veut dire unité de compte européenne. Voilà. Et donc ça n'a rien à voir avec les écus, les livres, etc., comme au Moyen-Âge. Entendu? Voilà. Alors, ce système inventé à l'époque carolingienne du monométallisme d'argent va fonctionner en Occident jusqu'au XIIIe siècle. Mais tenez-vous bien, Guillaume le Conquérant, lorsqu'il conquiert l'Angleterre après la bataille d'Hastings en 1066, va imposer ce système de une livre égale 20 sous égale 240 deniers en Angleterre. Alors ça n'a rien à voir avec l'Empire carolingien. Et tenez-vous bien que ce système va fonctionner en Angleterre jusque dans les années 60. Souvenez-vous, enfin non, pas souvenez-vous, moi je m'en souviens, M. Durand aussi, mais certainement pas. Une livre égale 20 sous égale 240 deniers. Eh bien, à l'époque, jusque dans les années 60, quand on allait au Royaume-Uni, c'était une livre, 1 pound, égale, alors là c'était pas 20 sous, c'était 20 shillings. Et c'était égal à 240 pence. Pence, c'est le pluriel de penny. Voilà. Et c'est ce qui explique que les machines
machine à calculer en Angleterre jusqu'il y a 50 ans, c'était infernal, parce qu'ils avaient un système qui n'était pas décimal, vous comprenez bien. Et alors tout à l'heure, je vous parlais des mesures également, mais les mesures, nous on est habitués au mètre, au centimètre, au kilomètre. Hein, vous savez que le mètre, c'est la 40 millionième partie du méridien. Non, 40 millionième, oui c'est ça, du méridien. Hein, du méridien. Donc, un mètre est la 10 millionième partie du quart de l'arc de cercle terrestre. Vous savez qu'il a fallu plusieurs années pendant la Révolution française pour que deux savants parviennent à le délimiter précisément et pouvoir fixer le mètre comme valeur universelle. Ce sont deux savants, l'un est parti, je ne sais plus, de Lille, quelque chose comme ça, je crois, et un autre est parti de Barcelone. Et ils ont calculé, donc au centimètre près, mais ce n'était pas des centimètres en cette époque-là, la distance précise de l'arc de cercle entre ces deux villes. Et ils sont parvenus, exactement à partir de la courbure, à pouvoir projeter ça sur l'ensemble du méridien, aux alentours de la planète, et c'est comme ça qu'ils ont calculé précisément le mètre. Ils voulaient que ce soit au millième de millimètre près. Voilà. Et ça a finalement été accepté par l'Académie des sciences de Paris et puis par les autres pays dans le monde. Mais vous savez encore que si vous allez en Angleterre, hein, vous avez, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore maintenant, mais en tout cas moi quand j'étais jeune, hein, il y avait toujours les pouces, inch, il y avait toujours les pieds, foot et feet, et donc, eh bien au Moyen-Âge c'est comme ça qu'on calculait, puisqu'il n'y avait pas de mètres, de centimètres, on disait voilà, je voudrais autant de draps. Eh bien on calculait avec les coudées, c'était des coudées. Ou bien c'était des paumées, de là à là. On disait la paumée. On calculait combien il y avait de paumées. Ou bien les coudées. Voilà. Ou bien ça pouvait mesurer le nombre de pieds. Ou le nombre de pouces, comme les Anglais. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est un autre univers qui n'est pas uniformisé comme le nôtre maintenant. Et tout ça nous paraît évident, mais il a fallu qu'on se mette d'accord. Et quand je dis se mettre d'accord, c'est souvent un pays dominant économiquement à un moment donné qui l'a imposé aux autres. Je vous signale que le méridien de Greenwich, ce n'est pas par hasard qu'il est à Greenwich quand même. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni était la plus grande puissance économique au XIXe siècle. Les Français utilisaient le méridien de Paris, hein. Ils lisaient un petit peu le secret de la licorne ou le trésor de la canne rouge. À un moment donné, on se dit, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, le capitaine Haddock est sur son bateau, il y a les deux Dupont qui disent, mais non, c'est à cet endroit-là, il me semble, hein. Et puis alors le capitaine Haddock, il fait ce geste-là en disant, il commence à prier, il dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Mais si je suivais vos calculs pour la longitude, je crois, eh bien nous serions pour l'instant à Saint-Pierre de Rome. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, ce qui est juste, c'est qu'à un moment donné, le capitaine de Haddock, l'ancêtre du capitaine Haddock, hein, a tout calculé à partir du méridien de Paris, et pas du méridien de Londres. Greenwich, c'est Londres, hein, donc c'est la banlieue de Londres, hein, c'est un petit village à côté. Et donc vous voyez, tout, et c'est ce qui explique qu'à un moment donné, il y a un décalage complet, et puis vous savez comment ça se termine, hein, on découvre le trésor dans une petite sphère là, qui se trouve au château de Moulinsart, derrière un tableau, hein, une petite île qui se trouve au pied de Saint-Jean, avec le symbole de l'aigle, le symbole de Saint-Jean. Enfin, ça c'est pour l'anecdote, pour vos élèves éventuellement. Alors maintenant, comment l'année est-elle divisée? Je vous ai parlé des jours, maintenant je peux vous parler de l'année. Alors l'année, elle est divisée en 12 mois. Elle est divisée à l'époque en 365 jours, mais il faut attendre la réforme grégorienne pour avoir 365 jours et 6 heures. Donc un quart en plus avec le système. Donc le système des années bissextiles a été affiné à l'époque du pape Grégoire XIII, en 1582. Donc on a réformé le calendrier julien, hein, qui date de Jules César. Et les pays protestants vont suivre bientôt. Les pays orthodoxes, il faudra attendre au lendemain de la révolution bolchevique, en 1917.
C'est ce qui explique encore que dans l'Église orthodoxe, vous ayez 13 jours de différence, je crois, entre le calendrier latin, utilisé par tout le monde, je dirais universellement, et le calendrier orthodoxe. Mais l'année ne commence pas pour tout le monde au même moment, suivant la région et le moment où vous vous situez. Suivant que vous êtes dans tel ou tel comté, dans telle ou telle marquisat ou dans telle ou telle baronnie ou principauté, l'année commence à des moments différents. En effet, certains utilisent le style de Noël. Autrement dit, l'année commence le 25 décembre et pas le 1er janvier. Pour d'autres, c'est le style de la circoncision. C'est une semaine après. Vous savez que le 1er janvier, c'est la date à laquelle Jésus aurait été présenté au temple de Jérusalem et aurait été circoncis. C'est ça le 1er janvier, la date de la circoncision. Et puis, vous avez aussi le style de l'Annonciation, le 25 mars. C'est quand l'archange Gabriel vient dire bonjour à Marie et lui annonce qu'elle porte l'enfant de Dieu. Il naîtra 9 mois plus tard. Vous avez aussi le style de Pâques. Alors Pâques, ça c'est un gros problème, parce que Pâques est une fête mobile. C'est pas comme Noël, c'est pas comme l'Assomption. Pâques est une fête mobile qui détermine d'ailleurs la date de l'Ascension et de la Pentecôte. Donc Pâques peut tomber depuis, je ne sais pas, peut-être le 20 mars jusqu'au 20 avril. C'est une fête mobile qui correspond au premier dimanche suivant une pleine lune, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça bouge chaque année. Ça bouge chaque année. Et donc suivant que vous êtes dans telle ou telle région, vous ne savez pas en quelle année vous êtes, parce que vous pouvez, si vous êtes dans le comté de Namur, vous êtes le 23 février, vous êtes maintenant on est à... Oui, maintenant ça va pas, mais on sera le 23 février 2010. Vous êtes à Namur le 23 février 2010. Mais vous êtes le 23 février 2009 si vous êtes dans le duché de Brabant, s'ils utilisent le style de Pâques, alors que les autres utilisent le style de Noël, le style de la circoncision. Vous voyez le problème? Quand les historiens doivent dater une charte, ils doivent savoir c'est dans quelle région, dans quel comté, dans quel marquisat. Voilà. Alors je propose, parce qu'on arrive à la fin, de vous montrer un certain nombre de livres. Nous reprendrons tout ceci, bien entendu, très largement dans le courant du premier semestre. Il y a plein de choses à lire, bien sûr. Ce sera repris en détail par la suite. Alors, je vous montre maintenant quelques livres de base d'introduction au Moyen-Âge. Alors, un manuel qui fait toujours autorité, il y en a bien d'autres qui sont parus depuis lors, mais dû à un grand historien français qui vit toujours, à ma connaissance, avec sans doute 85 ans, si pas plus, oui, même plus, je crois, Le Moyen-Âge par Jacques Le Goff, qui était un grand historien qui a marqué toute l'historiographie française. Ensuite, dans un deuxième temps, si vous voulez quelque chose qui corresponde à votre niveau, parce que ça, il s'agit d'un manuel d'enseignement secondaire, pour l'enseignement supérieur, c'est le précis d'histoire du Moyen-Âge de Jacques Heers, paru aux presses universitaires de France. Alors, peut-être plus gai parce que moins austère, le petit livre de Robert Delors, La vie au Moyen-Âge. Collection Point au Seuil. Alors, l'ouvrage que moi je préfère comme introduction au Moyen-Âge, qui est plus subtil et qui fait intervenir la notion de temps social, toute une série de choses que j'ai pu vous dire, c'est l'ouvrage du même Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident médiéval, dans la collection ici de poche Champ-Flammarion, qui est une réédition de l'édition originale en la collection de Grande Civilisation chez Artaud. C'est un ouvrage qui date de 1963, je crois. Vous allez me dire, il y a près de 50 ans, mais c'est un ouvrage remarquable qui est toujours d'actualité. Bien entendu, il y a eu des tas de recherches qui ont affiné, mais c'était pour l'époque une synthèse tout à fait remarquable. Moi, je le préfère, c'est très agréable. C'est agréable, mais ce n'est pas évident. Donc, il vaut mieux lire d'abord un précis d'histoire ou la vie au Moyen-Âge de Delors, et puis enfin celui-là. Mais c'est une synthèse quand même. C'est une synthèse. Alors, du même Jacques Heers que j'ai pu vous montrer tout à l'heure quant à son précis d'histoire du Moyen-Âge, chez Perrin,
le Moyen-Âge, une imposture, vérité et légende. C'est par là que j'ai commencé ma leçon tout à l'heure. Sur l'idée de Moyen-Âge, qui a fait l'objet de mon deuxième point, l'idée du Moyen-Âge entre sens commun et pratique historique, de Giuseppe Sergi en chant flammarion. Pas très épais, rapide à lire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu l'italien, mais ça se lit, vous savez, c'est l'italien, donc ça se lit facilement. Hein, de Giorgio Falco, La polémique sur le Moyen-Âge, La polemica sul Medioevo, chez un grand éditeur italien, Guida. Ça se lit, vous savez, c'est l'italien, c'est facile à lire. Hein. Alors, un ouvrage plus poussé, mais voilà, je dois vous le montrer parce qu'il explique ce que j'ai pu vous expliquer sur le concept de Moyen-Âge, de Jürgen Voss, le Moyen-Âge dans la pensée historique de la France, chez Fink, donc Das Mittelalter im historische Denken Frankreichs. Alors, sur le concept d'antiquité tardive, parce que maintenant on parle de moins en moins de bas Moyen-Âge, de bas Empire, on parle plutôt d'antiquité tardive, c'est moins péjoratif que bas Empire. Alors, David Cameron, c'est donc une femme chez Manta qui discute de ce concept. Donc ça, c'est pour le point de départ du Moyen-Âge. De Perry Anderson, un historien marxiste, les passages de l'Antiquité au féodalisme, chez Maspero. De Jacques Herz, il discute, lui, la fin du Moyen-Âge dans un ouvrage qui s'intitule « Les temps dits de transition de 1300 à 1520 » chez Manta. Alors, toujours sur la fin du Moyen-Âge, mais du point de vue marxiste, c'est-à-dire un Moyen-Âge qui va beaucoup plus loin dans ce que nous appelons les temps modernes, de Maurice Dopp et de Paul Sweezy, du féodalisme au capitalisme, problème de la transition. Alors, des historiens, il y a près d'un siècle maintenant, un peu moins d'un siècle quand même, ont discuté du début du Moyen-Âge. Alors, un ouvrage qui est toujours lisible, même s'il commence tout doucement à être un petit peu dépassé, mais qui a près d'un siècle, de Ferdinand Lotte, La fin du monde antique et le début du Moyen-Âge, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, le grand historien belge qui a publié un ouvrage dans les années 30 qui a suscité de grandes polémiques, c'est Henri Pirel, grand historien belge, hein, qui a publié Mahomet et Charlemagne, que vous trouvez en bibliothèque, hein, vous ne trouvez plus en librairie, qui a montré qu'en fait la rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge ne se situe pas au 4e ou au 5e siècle avec les grandes invasions germaniques, mais se situe au 8e siècle avec la naissance de l'islam. Lorsque la conquête du bassin méditerranéen, l'Afrique du Nord et l'est du bassin méditerranéen, la partie orientale, a véritablement, par les musulmans, a donc coupé véritablement la Méditerranée en deux, le bassin méditerranéen en deux. Et à ce moment-là, les échanges vont se raréfier, et que oui, c'est là, à ce moment-là que se situe la vraie coupure, sur le plan économique. Alors, je vous ai parlé d'histoire du climat tout à l'heure. Je vous renvoie à Emmanuel Leroy-Ladurie, Histoire du climat depuis l'an 1000, chez Flammarion, grand professeur français. Il se fait que, par hasard, j'ai appris que j'habitais dans la maison à côté de son petit-fils, donc j'espère bien le rencontrer. Je l'ai rencontré il y a plus de 30 ans, mais j'aimerais bien le revoir. Voilà, Emmanuel, qui a plus de 80 ans. Alors, de Robert Delors, déjà cité aussi, les animaux ont une histoire. On fait trop souvent l'histoire des hommes et pas assez l'histoire des animaux. Mais les animaux en rapport avec les hommes, hein, donc il ne s'agit pas d'un traité de paléontologie comme pour les gens qui étudient les espèces d'après-histoire. Pas du tout. Il étudie les rapports entre l'homme et l'ours, les rapports entre l'homme et le loup, mais du point de vue de l'historien, hein, ce n'est pas un biologiste. Passionnant, passionnant à lire. Je vous ai parlé des épidémies tout à l'heure à propos de l'eau, de William McNeill, Le temps de la peste, essai sur les épidémies dans l'histoire chez Hachette.
pour terminer, de Robert Fossier, je dirais l'histoire des gens au Moyen-Âge au quotidien. Voilà. Et je vous cite peut-être quelques éléments de la table des matières, comme ça vous verrez de quoi ça traite. C'est l'homme et le monde, une créature fragile, les âges de la vie. Oui, je ne vous ai pas parlé des âges de la vie, j'aurais pu le faire. La nature, les bêtes, l'homme et l'autre, la connaissance, l'âme. Oui. Pour les âges de la vie, retenez quand même que l'espérance de vie était de 30 à 35 ans au Moyen-Âge, que les femmes décédaient très souvent en couche, donc il y avait beaucoup de veufs. Le destin d'un homme était de se remarier plusieurs fois, d'habitude. L'espérance, les femmes étaient nubiles déjà à 13-14 ans, donc c'était très tôt. Les hommes se mariaient relativement tôt aussi, mais il ne faut pas croire que ça s'est passé comme ça jusqu'au XIXe siècle. Quand vous voyez le cas du XIXe siècle, ça ne se passe pas du tout comme ça. L'âge au mariage est tardif. C'est souvent 26-27 ans pour les hommes et pour les femmes. On le voit d'après les registres de mariage paroissiaux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ne pas diviser les propriétés à l'infini, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de terre à diviser, quoi. Voilà, j'ai dit.